Bonjour à tous. Alors, on va donc pouvoir démarrer ce webinaire donc, sur l'intégration de l'Aéro 2020 dans Pléiade. Euh, Merci à tous donc d'y participer. Le déroulement de ce webinaire est le suivant, hein. Donc, première étape, on va essayer de vous apporter quelques éléments d'information sur l'Aéro 2020 en elle-même, voilà, sur ses exigences, sur son planning aussi d'entrée en vigueur, sur les nouveautés. Ensuite, on va vous faire voir dans l'interface de Pléiade, du coup, ce qui a déjà été intégré, ce qui est en cours d'intégration. C'est encore des versions provisoires, mais ça vous permettra de visualiser un petit peu comment ça va se passer dans Pléiade. Et puis, on prendra un temps aussi pour échanger, en fin de webinaire, questions. Et puis, vos questions peuvent aussi être posées tout au long du webinaire, euh, via la zone de chat. On essaiera d'y répondre directement aussi au fil de l'eau. Voilà, donc on a 1 heure pour tout ça. Euh, je vais présenter ce webinaire du coup avec ma collègue Clotilde Glohaguin, qui est ingénieure énergie et environnement chez Izuba Énergie, donc qui a travaillé sur l'expérimentation plus c'est moins et les travaux préparatoires à l'Aéro 2020. Et donc moi-même, Edouard Dossé-Ondio, je suis également ingénieur énergéticien, et donc on travaille donc tous les deux au bureau d'études sur ces questions d'ACV, et de préparation de l'Aéro 2020. On interagit bien sûr évidemment aussi avec nos collègues développeurs pour leur donner un peu les besoins, les lignes directrices de ces développements-là à la lumière de ce qu'on a pu faire nous côté bureau d'études. Voilà, donc première chose, le calendrier de l'Aéro 2020. Donc vous avez tous entendu dire que cette réglementation entrait en vigueur au 1er janvier 2022, donc ça va concerner dans un premier temps les bâtiments résidentiels, c'est-à-dire les maisons individuelles et les logements collectifs. Voilà, donc pour arriver à ça, il y a eu d'abord toute une étape de travaux préparatoires, d'expertise et puis de concertation sur des niveaux en résidentiel qui se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 2021 et qui ont abouti là au mois de mai à la publication, la mise en consultation publique de textes qui décrivent donc cette fois-ci définitivement la méthode, les exigences en résidentiel et les données environnementales. Il y en a aussi d'autres qui décrivent les attestations. Je vous ai mis les liens là pour que vous puissiez les consulter par la suite. Ça, c'est donc une première étape pour le résidentiel. Vont venir également les exigences pour les bureaux et l'enseignement, primaire et secondaire, donc les concertations là, sont encore en cours, mais on nous annonce que l'entrée en vigueur devrait intervenir dans le premier semestre 2022, donc avant juin. Et il restera encore après ça tous les autres usages tertiaires, commerce, université, hospitalier, milieu hospitalier également. Pour ça, il y a encore du travail de modélisation. Donc, il y a un nouvel appel d'offres là pour un groupe de travail modélisateur qui a été lancé. Et après ça, il faudra encore les consultations et enfin les concertations et puis arriver à la publication des textes complémentaires. Ça risque d'être décalé de 6 mois à 1 an par rapport aux autres usages tertiaires. Donc, au niveau énergie, les évolutions méthodologiques, alors c'est synthétique, hein, on n'aura pas le temps ici de tout passer dans le détail. Voilà, au niveau du périmètre, déjà, par rapport à la RT 2012, donc on a des usages supplémentaires qui vont être pris en compte, les usages immobiliers, donc tout ce qui va être parking, plutôt ascenseur, escalator, les usages mobiliers, c'est-à-dire tout ce qui va être appareillage dans le résidentiel, par exemple, électroménager ou l'informatique dans les bureaux. Ça avait été pris en compte dans le cadre de l'expérimentation plus et moins, puis finalement, ça a été écarté. Donc, ça ne sera plus le cas dans l'Aéro 2020, sauf pour un petit cas particulier qui est le calcul du taux d'autoconsommation. Et ensuite, une modification assez importante aussi sur le vecteur électrique. Donc, vous avez dû en entendre parler aussi. Le coefficient de conversion entre énergie finale et énergie primaire a été changé, donc il passe à 2,3. Et le contenu carbone, hein, le facteur d'émission pour le chauffage électrique est aussi passé à 79 grammes de CO2. Alors, tous les facteurs ont été revus, mais celui-là particulièrement a été abaissé par rapport à ce qui était pris en compte dans l'expérimentation plus. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons qui ont mené à ce choix-là, je vous ai mis aussi le lien ici d'une petite note qui avait été produite par la DGEC au moment de cette discussion-là. Autre différence aussi importante, c'est la surface de référence. En calcul énergie, on ne divisera plus par la SRT, mais on divise maintenant les consommations par ce qu'on appelle une surface de référence, qui va être l'achat pour le résidentiel et la surface utile pour les bâtiments tertiaires. On verra quelles conséquences ça a aussi
dans le calcul d'un saisie. Au niveau des indicateurs, donc on a 4 indicateurs énergie. D'abord le BBio, qui est proche finalement de celui de la RT 2012, mais avec quand même quelques différences, au premier rang desquelles le fait qu'on prend en compte de manière systématique maintenant des besoins de climatisation, voilà, quel que soit l'usage, quelle que soit la zone. Donc ça, c'est une différence importante. C'est donc toujours un indicateur qui est en nombre de points, qui correspond donc à des besoins, hein, avec cette différence d'un besoin de froid systématique. Ensuite, on a 2 indicateurs CEP, CEP, NR et CEP. Donc, le premier, ce sont les consommations d'énergie primaire non renouvelables importées par le bâtiment, donc en kilowattheure par mètre carré de surface de référence. Donc là, ce qu'il faut bien compter, c'est que on ne prend pas en compte dans celui-là les énergies renouvelables, de ce qui va être bois énergie, solaire thermique, mais également du solaire photovoltaïque autoconsommé sur place ne sera pas pris en compte dans cet indicateur non plus. Donc on est bien sur l'import d'énergie non renouvelable dans ce cas-là, et puis le CEP, et lui, prend en compte toutes les énergies renouvelables et non renouvelables, mais toujours sur des énergies importées seulement. Et enfin, un nouvel indicateur qui est IC énergie, qui est en fait l'impact sur le changement climatique des consommations sur 50 ans. Donc là, ça, on est vraiment, on fait vraiment le lien avec l'analyse carbone qui va être faite après aussi. Donc là, ce sont des kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré. Alors, au niveau des exigences sur ces indicateurs, je vous ai mis un petit tableau de synthèse là. Voilà, alors première chose à dire sur ce tableau, c'est que les niveaux BBio max, CEP max ne sont pas comparables avec ceux auxquels on est habitué à RT 2012. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir et à bien avoir en tête quand on les regarde. Voilà, c'est pas la même surface de référence, les méthodes de calcul ont changé, donc vraiment, on ne peut pas comparer directement ça à des BBio max ou des CEP max RT 2012. Ensuite, les 2 lignes du bas là, qui sont grisées sont à prendre avec des pincettes, parce que, comme je vous disais, les concertations sont encore en cours, donc ça, ce sont des niveaux qui ont été proposés à la concertation, donc pas du tout définitifs. Et puis ensuite, sur la philosophie un peu de ces niveaux, ce qui a été énoncé par le ministère, c'est que le BBio, il y a un effort important qui est fait sur le BBio par rapport à la RT 2012, vous le verrez quand vous ferez vos premiers calculs, un renforcement de l'exigence autour de 30% par rapport à ce qu'on faisait à la RT 2012, donc vraiment un renforcement important de l'exigence sur l'enveloppe. Et la nouveauté aussi, dont vous avez dû forcément entendre parler, c'est cette exigence sur IC énergie qui conduit notamment en maison individuelle, avec le niveau qui a été choisi, à interdire en fait de fait le chauffage au gaz en maison individuelle. Ouais, tout de suite, dès 2022. Et puis vous voyez qu'il y a eu un décalage dans le temps pour le logement collectif. En fait, ce sera plutôt à partir de 2025 que ça deviendra plus compliqué pour le chauffage au gaz dans le logement collectif. Voilà, ensuite, sur les niveaux CEPNR, CEP, voilà, ils ont une certaine articulation entre eux. La philosophie, c'était d'avoir quand même un relèvement du niveau de performance et ne pas laisser rentrer de manière massive, en tout cas, le chauffage électrique dans les logements, notamment le logement collectif. Donc, ces niveaux ont été calés de cette manière-là. Voilà, ça c'est pour les exigences de résultats. Et puis, pour les exigences de moyens, alors quelque chose à noter, c'est qu'il n'y a plus d'exigences de moyens sur les ENR, donc on n'impose plus une ENR, par exemple, comme on le faisait en maison individuelle. Finalement, il a été considéré que le CEPNR couvrait finalement cette obligation-là. Hein, donc, voilà, imposer de consommer un maximum en énergie non renouvelable, c'est suffisant. Et puis, sur les exigences de moyens, il y a des choses nouvelles aussi qui concernent les 2 indicateurs, enfin 2 exigences de moyens, qui sont l'exigence de moyens sur le niveau des ponts thermiques et puis celle sur l'éclairement naturel des logements, le fameux 1/6 de la surface vitrée. Vous allez voir dans la rédaction on intègre ce qu'on appelle une rédaction performantielle, c'est-à-dire que plutôt que d'imposer seulement le moyen, la rédaction fait qu'on va imposer plutôt l'objectif qui est derrière. Par exemple, dans le 1/6 de surface vitrée, l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de lumière naturelle. Et donc, les textes vous autorisent aussi de pouvoir justifier de cette atteinte de la lumière naturelle avec une justification alternative, notamment avec un calcul de lumière naturelle horaire. On verra que c'est quelque chose qu'on vous a présenté qui est présent dans le logiciel aussi, on vous le présentera au niveau de la démo. Voilà pour la partie énergie. Oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a des modulations de tous ces seuils-là qui existent. Il y en a qui sont reprises de la RT 2012 et d'autres qui sont nouvelles. Alors, on n'a pas le temps de toutes les détailler, mais on parlera de quelques-unes au niveau de la démo. Ensuite, sur le confort d'été.
Là, on a aussi un indicateur tout neuf, hein, qui est le nombre de degrés heure, alors qui est un progrès certain par rapport à l'indicateur RT 2012, hein, la TIC. Hein, tout le monde sait que la TIC n'est pas du tout représentative du confort dans les logements, dans les bâtiments en général. Donc là, ce nouvel indicateur, son intérêt, c'est il va permettre de rendre compte à la fois de la durée de l'inconfort, mais aussi de son intensité. Et donc, on va faire un calcul horaire, hein, finalement, pour lequel on va comparer la température opérative obtenue dans le groupe, dans chaque groupe, et on va la comparer à une limite de confort, alors qui n'est plus une limite, qui est pas une limite fixe, un type nombre d'heures de 28 degrés, mais qui est une limite qui va prendre en compte ce qu'on appelle le confort adaptatif, avec une ligne qui ressemble à celle-là, qui est en fait la limite, la température opérative limite en fonction de la température extérieure en moyenne glissante journalière. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une journée, les 24 heures qui viennent de passer, qui ont été chaudes, plus on va considérer que l'occupant est capable de s'adapter à une température opérative un petit peu supérieure. Et vous voyez, donc on passe comme ça d'une limite de base qui est à 26 à un niveau haut qui est, vous voyez, à 28, mais qui est quand même limité au maximum à 28 degrés. Voilà. Donc pour chaque heure, au niveau du calcul, on va compter, à partir du moment où on dépasse cette limite, on va compter donc une heure, et on multipliera cette heure par l'intensité du dépassement. C'est-à-dire, si je dépasse de 1 degré, ça fera 1 degré heure. Si à l'heure suivante, je dépasse de 2 degrés, ça fera 2 degrés heure, et ainsi de suite. En somme, sur l'année, on aura ce nouvel indicateur. Voilà. L'autre chose importante à noter pour ce calcul de confort d'été, c'est d'abord que le calcul est fait avec un fichier météo spécifique. Donc tous les fichiers météo ont été remis à jour avec des données plus récentes, des données qui prennent en compte une série météo qui est plutôt 2000-2019. Le fichier météo utilisé pour le calcul de confort d'été prend en compte une période caniculaire au mois d'août. Et on a les scénarios d'occupation aussi qui ont été modifiés pour prendre en compte des occupations au mois d'août aussi, pour qu'il y ait à la fois de l'occupation qu'il y ait aussi de l'occupation pendant la période caniculaire. Donc ça, c'est vrai pour les logements, c'est vrai aussi pour l'enseignement. On a un peu d'occupation au mois d'août aussi. Donc sur cette base-là, on fait le calcul des degrés heures, et ensuite on va comparer ces degrés heures à deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Donc, quand on est en dessous du seuil bas, en dessous de 350 degrés, on va considérer que le confort est assuré, vu qu'on est en situation de confort thermique, donc pas de souci, conformité à la réglementation. Si jamais on dépasse un seuil haut, qui est à 1250 heures, alors il est modulé aussi, ce seuil haut, on pourrait en reparler, on pourra pas le voir dans le détail, mais il est modulé aussi. Si on est au-dessus, on est non conforme. Et puis entre les deux, il y a une situation intermédiaire qui consiste à dire que le bâtiment peut être conforme à la réglementation, mais il y a quand même un risque d'inconfort. Et du coup, le calcul des consommations des CP va être pénalisé par un forfait de pénalisation de l'inconfort estival. Donc, on va venir ajouter à votre bilan de consommation un forfait de consommation pour cause d'inconfort estival. L'idée, c'est d'essayer d'éviter le phénomène de post-climatisation. C'est-à-dire qu'on livre un bâtiment qui est conforme à la RT, et puis, comme on se rend compte que ce n'est pas confortable après, on va venir installer une clim pas performante après coup. Donc là, c'est d'essayer de couvrir un peu ce phénomène-là, donc soit en pénalisant le CEP, soit en... Voilà. Alors, du coup, il y a deux solutions, quoi. Soit votre CEP est plus conforme, et du coup, vous devez travailler sur les autres postes ou améliorer votre transport pour y arriver, soit le CEP reste conforme, mais vous pouvez quand même être conforme. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'inciter le plus possible à jouer sur d'autres leviers pour améliorer le confort d'été, pour abaisser le plus possible cette pénalité ou s'en passer. Et sachant que dans le calcul, il y a maintenant toute une série de leviers qui n'existaient pas dans le calcul avant, comme les systèmes de rafraîchissement passif ou en tout cas à basse consommation, comme des ventilateurs plafonniers, du rafraîchissement adiabatique, du géocooling, par exemple. Puis tous les leviers qu'on a l'habitude de mobiliser sur l'enveloppe, tout ce qui va être protection solaire, orientation, inertie, etc., seront aussi valorisés, bien sûr. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Vous verrez d'ailleurs qu'au niveau de l'organisation des calculs, vous allez commencer par le calcul confort d'été, et après, vous aurez le calcul des consommations qui se fera après. Ensuite, le troisième grand sujet, c'est les impacts environnementaux, c'est le carbone. Donc c'est une nouveauté de cette réglementation qui suit un petit peu la démarche qui avait été initiée dans le cadre de l'expérimentation plus c'est moins. Donc on va faire une évaluation des impacts environnementaux sur le cycle de vie. Donc il y a une ACV assez complète qui est faite dans le nouveau calcul. Cet ACV couvre donc toutes les étapes du cycle de vie, conformément à la norme, donc la phase production, construction, exploitation, fin de vie. Et puis les impacts la contribution aux impacts est calculée de manière différente pour 5 contributeurs. Le premier qui s'appelle les composants, donc ça c'est tout ce qui va être les produits de construction, les équipements techniques.
Donc pour celle-là, on va voir vraiment l'impact de la fabrication de ces produits, de leur mise en œuvre sur le chantier. En phase d'exploitation, il va falloir les maintenir, les remplacer éventuellement, et puis on va gérer aussi leur fin de vie. On va même jusqu'à valoriser d'éventuelles possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage de ces matériaux, tels qu'ils auront été décrits par leur fabricant. Ensuite, on a un contributeur consommation d'énergie avec les consommations d'énergie pendant la phase d'exploitation. Donc, on compte 50 ans de phase d'exploitation. Pareil pour l'eau. Potabilisation de l'eau et traitement des eaux usées sont comptés pendant les 50 ans de la durée de vie. On a un contributeur chantier aussi, qui donc intervient seulement à la phase construction, donc le chantier en lui-même, les consommations d'énergie, d'eau du chantier, tout ce qui va concerner les terrassements aussi, avec les mouvements de terre, les retraitements de terre éventuels. Et puis, il y a un dernier contributeur, voilà, ça c'est une différence par rapport à plus et moins, le contributeur parcelle, qui a été séparé en fait du contributeur composant au début. Tous les éléments, tous les composants qui sont liés à l'aménagement de la parcelle ont été séparés dans ce contributeur-là pour qu'il y ait bien une distinction entre ce qui relève vraiment purement du bâtiment et ce qui relève de la parcelle. Donc, dans la parcelle, on va retrouver la clôture, des voiries par exemple. Voilà, donc il faut décrire du coup, le gros du travail a consisté notamment à décrire de manière assez complète à faire l'inventaire de tous les produits de construction et tous les équipements qui sont dans ce contributeur composant. On verra tout à l'heure dans le logiciel comment ça se passe. Et donc ensuite, une fois qu'on aura fait cet inventaire, il faut mettre en face de chacun de ces composants une donnée environnementale pour pouvoir quantifier du coup l'impact environnemental. Et donc pour ça, on se base sur la base INES, la base de données environnementale INES, donc on est obligé d'utiliser celle-là. Et dans cette base, donc, on va retrouver plusieurs types de données environnementales, les FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, donc ça c'est pour les produits de construction, pour les matériaux. On va retrouver aussi des PEP. Alors les PEP c'est pour les équipements techniques, tout ce qui est CVC, électricité par exemple. C'est un programme un petit peu à part, hein, qui est géré par l'association PEP Eco-Passport, mais tout est disponible dans la base INES. Donc là, ce sont des données qui sont spécifiques, hein, c'est-à-dire c'est un industriel qui produit une donnée pour un produit ou plusieurs produits de son catalogue. On peut avoir aussi le cas de plusieurs industriels qui se regroupent et qui font ensemble une donnée qui est appelée à ce moment-là une donnée collective. Donc ça, ce sont des données qui sont spécifiques liées à un fabricant ou un groupe de fabricants. Et ensuite, pour tous les fabricants qui n'ont pas encore fait la démarche de déclarer leurs données environnementales, leurs impacts environnementaux, le ministère a mis à disposition des données environnementales par défaut, DED. Donc c'est pour combler le trou dans la raquette finalement, pour qu'on puisse quand même faire une ACV complète, décrire complètement le bâtiment. On pourra utiliser ces données par défaut. Alors, l'inconvénient de ces données, bien sûr, c'est qu'elles sont pénalisées. Donc, il y a un coefficient de pénalisation qui est pris en compte, qui va nuire finalement à la représentativité du calcul à la fin, mais qui est un mal nécessaire pour inciter du coup les industriels à produire eux-mêmes des données environnementales pour pas qu'on soit pénalisé par cette donnée par défaut si on utilise leur produit. Voilà, donc vous avez maintenant une base INES qui a quand même bien progressé par rapport au début de l'expérimentation, qui est de plus en plus complète, et on arrive vraiment à faire des ACV assez complètes maintenant avec la base INES. On trouve aussi dans la base INES tous les impacts environnementaux liés aux énergies, aux services, voilà, énergie électrique, énergie gaz, réseau de chaleur, eau, transport, etc. Donc, tout ça est accessible dans la base INES, et puis c'est accessible aussi dans votre logiciel, on va le voir aussi tout à l'heure dans la démo. Un petit point aussi de focus alors sur une approche méthodologique qui a été retenue, qui est une différence aussi importante par rapport à ce qui avait été fait dans la phase d'expérimentation plus et moins. C'est la CV dite dynamique. Alors l'approche dynamique simplifiée, vous avez sûrement entendu parler, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je vais vous l'expliquer en deux mots, on pourra y revenir si vous voulez dans les questions, mais pour faire très simple, le principe c'est que en fait on va considérer que les émissions plus une émission a lieu tôt dans le temps, plus elle a un impact fort. Et à contrario, une émission qui va être différée, qui va arriver plus tard dans le cycle de vie du bâtiment, aura un impact plus faible. Alors, d'où viennent ces coefficients, d'où vient cette réflexion-là? En fait, c'est basé sur un phénomène, sur le phénomène de forçage radiatif, la notion de forçage radiatif cumulé, c'est-à-dire que quand vous avez un gaz à effet de serre qui est émis dans l'atmosphère, il va rester dans l'atmosphère et avoir un effet sur le changement climatique pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Et en fait, pour calculer ces coefficients-là, on se met une limite, on se dit, je regarde jusqu'à 100 ans. Voilà, c'est le forçage radiatif cumulé à horizon de 100 ans. Et forcément, si on regarde à horizon de 100 ans, si on commence à avoir un effet sur le changement climatique aujourd'hui, on va avoir un effet pendant 100 ans, donc on aura plus d'impact sur le changement climatique. Par contre, si on diffère, si l'émission n'a lieu que dans 50 ans, du coup, l'effet cumulé sera moins important. C'est de là que viennent ces coefficients-là.
Et la conséquence de ça sur les calculs, en fait, c'est que ça va renforcer en fait les efforts qui vont être faits plutôt tout de suite sur le bâtiment, à la fois les efforts de réduction des émissions et à la fois les efforts éventuels de stockage. Donc là, ce qui se cache derrière, c'est une manière de favoriser finalement ou de renforcer l'effet du stockage temporaire de carbone, notamment celui qui est apporté par les matériaux biosourcés. Vous savez que les matériaux biosourcés, ils ont la faculté de stocker du carbone au moment de la pousse, du végétal. Et le fait de retenir cette approche dynamique fait que du coup, ce stockage-là est valorisé parce qu'on va le prendre avec un coefficient 1 tout de suite, dès le début, alors que ce qui va se passer en fin de vie, les réémissions éventuelles seront affectées d'un coefficient de pondération et du coup, elles seront moins valorisées. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de pouvoir prendre en compte ce stockage temporaire carbone et puis de se mettre en conformité finalement avec quelque chose qui est aussi inscrit dans la stratégie nationale bas carbone nationale, enfin, française, qui commande justement de stocker du carbone de manière assez urgente tout de suite pour pouvoir avoir un impact fort sur le changement climatique très vite. Voilà. Donc ça, c'est un aspect fort aussi de la méthodologie qui a été choisi. Contrairement à ce qui se faisait un plus ou moins, où toutes les émissions, vous voyez, étaient considérées avec le même poids, quelle que soit la date. Voilà, au niveau des indicateurs, bon, je vous en ai mis 3 ici. Il y en a finalement un seul qui fait l'objet d'une exigence vraiment réglementaire. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on fait une ACV complète, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation environnementale de plusieurs indicateurs environnementaux, plusieurs indicateurs d'impact. On va calculer les impacts sur le changement climatique, mais aussi l'acidification, l'eutrophisation, les consommations d'énergie, la consommation d'eau, la production de déchets radioactifs, etc. Donc il y a vraiment un résultat assez complet. Mais le focus réglementaire et l'exigence n'est mis que sur le changement climatique. On est bien sur cette partie carbone. Et donc, notamment avec un indicateur qui s'appelle IC Construction, qui a en fait l'impact sur le changement climatique seulement du contributeur composant et du contributeur chantier. Voilà, c'est vraiment ces deux salles-là sur lesquelles il y a une exigence réglementaire. Donc, ils sont calculés en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré sur base de référence. Et donc, l'exigence est sur celui-là. Voilà. Il y a d'autres calculs qui sont faits sur le IC Bâtiment, par exemple, qui ajoute au précédent les contributeurs énergie et eau. Et il y a aussi un indicateur qui s'appelle StockC, le stockage de carbone biogénique, qui va être calculé simplement pour information à ce stade-là. Au niveau des exigences, au niveau des seuils, donc voilà les seuils qui ont été établis en kilogrammes équivalent CO2. Alors vous voyez qu'il y a une progressivité, donc il y a des seuils qui vont être revus à la baisse tous les 3 ans. Et donc la philosophie, l'objectif qui se cache derrière l'établissement de ces seuils, ça a été en fait de mener progressivement la construction vers une plus grande mixité des modes constructifs. Voilà, c'est une manière un peu politiquement correcte de le dire, mais c'est faire un peu plus de place à la construction bois et à la construction biosourcée à terme, mais rendre quand même possible à terme continuer à construire avec des matériaux, je dirais, plus classiques, à condition que ces filières-là, que ces filières industrielles plus classiques, béton, polystyrène, etc., fassent des efforts conséquents sur leur process industriel et abaissent les impacts environnementaux de leur process industriel, conformément, encore une fois, aux objectifs de réduction dans l'industrie de la stratégie nationale bas carbone. Donc, vous voyez que il y a une première période en fait qui peut être considérée comme une période d'apprentissage. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que les premiers seuils, en fait, ils seront accessibles avec la construction d'aujourd'hui. Donc, même en construction classique, ça fonctionnera, ça passera. Par contre, petit à petit, on a une trajectoire qui nous mène vers une réduction qui est de l'ordre de 35% à terme. Et donc, à ce moment-là, voilà, il faudra soit passer par la construction bois biosourcée, soit on pourra le faire avec de la construction classique, mais ça fonctionnera seulement si les industriels ont fait des efforts nécessaires à cette période. Voilà, on aura aussi plus de données spécifiques dans la base INES, donc moins de données par défaut, donc moins de pénalités, donc ça facilitera aussi un petit peu les choses. Voilà, attention aussi ici sur les seuils qui ont été écrits là dans le bas du tableau, ce sont des seuils proposés pour l'instant, la concertation est encore en cours. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation-là. On va vous montrer du coup maintenant comment on a intégré tout ça dans le logiciel. Voilà, l'intégration logicielle est encore à ses débuts là, enfin les travaux sont encore en cours. C'est assez avancé côté énergie, peut-être un petit peu moins côté carbone. Donc on va voir que l'ACV du coup prend place ici dans un module d'ACV qui existait déjà. Enfin, ça va remonter directement dans le moteur, dans l'éditeur et dans BI. Et puis la partie réglementaire énergie va se transformer ou va être complétée par une partie réglementaire énergie Aéro 2020. Voilà, pour cette partie de démo, du coup, je vais laisser la main à Clotilde pour qu'elle vous montre ça sur le logiciel. Et puis moi, je vais prendre le relais sur les questions.
J'arrête le partage d'écran et je vais l'autoriser à cliquer. Ouais. J'ai pas encore le droit. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon pour toi. Effectivement, merci. Hop. Oui, donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la saisie sur le modeleur. Donc, l'intérêt de Pléiade, c'est de réaliser des modélisations graphiques à partir desquelles on réalise plusieurs types de calculs. Donc, ici, j'ai importé un fond de plan. Donc, on va aller modéliser une maison individuelle. Donc, je le dessine rapidement grâce au fond de plan. Donc, pour ce qui est du rez-de-chaussée, en tout cas, puisque l'étage, je l'ai modélisé. Donc, les principales pièces. Bon, ici, on a eu un petit couac, mais rien de grave. Rajouter des petites menuiseries. Sans allège. Hop. Ensuite, je vais mettre. Hop. Donc, voilà pour la géométrie du bâtiment. Donc, avec l'ajout de notre garage en espace tampon. Voilà. Donc, voilà pour cette géométrie. Donc, avec l'étage qui a été dessiné, voilà ce qu'on obtient en 3D. Donc, une maison individuelle avec un étage et des espaces en fait sous comble ici qui vont être en dessous d'1,80 m d'hauteur sous plafond là, pour les parois qui sont au nord et au sud. Donc, on va voir un petit peu ce que le logiciel propose à ce niveau-là. Donc, hop, voilà, donc en partie, onglet RE énergie pour la RE 2020. Les spécificités de la RE 2020, donc au niveau du groupe, on va avoir une modulation, donc comme ça a été demandé là dans l'espace de discussion, on va avoir une modulation par rapport à la surface des combles. Donc la surface des combles, ça va être cette surface qui va être en dessous d'une hauteur de sous-plafond d'1,80 m. Donc on a un calcul automatique qui est proposé en fait par Pléiade. Ici on le voit au niveau du groupe, donc tout en bas. On a ici Attic en dessous de 1,80 m. Donc il a déjà été calculé. Donc on va voir à quel endroit ça se passe. Donc dans le plan, ici feuille RE 2020, on a ici un utilitaire pour calculer donc, cette surface qui se trouve donc en dessous de la hauteur sous plafond d'1,80 m, donc avec le détail par pièce. Voilà, sinon on peut le faire au niveau manuel. Donc, première modulation. Ensuite, seconde modulation donc, qui est nouvelle, c'est une modulation selon l'exposition au niveau de bruit. Donc on voit ici, c'est encore en anglais, hein. Donc c'est vraiment une version bêta. Avec cette petite calculatrice ici, donc le logiciel va vous préciser si on est en BR1, BR2 ou BR3. Donc pour l'instant, je suis en niveau 1. En fait, je n'ai pas encore contextualisé mon projet. Donc je vais le faire ici grâce à l'environnement urbain. Je vais chercher sur la carte OpenStreetMap la localisation de mon projet. Donc, je me suis mis ici donc à Saint-Jean-de-Védas en bordure de la Langue de Sienne. Et donc ici, en cochant cet espace, je vais en fait aller importer les espaces routiers qui sont précisés dans cette carte. Ainsi que les masques des bâtiments voisins. Donc voilà pour cet import. Donc vous voyez, on a les axes routiers qui ont été importés dans l'environnement urbain. Et ensuite, je vais aller caractériser
ces axes routiers. Donc ici, la Languedocienne, ça va être une catégorie 1. Hop. Donc je fais ça grossièrement. Et ensuite, on a un plus petit axe ici. On va dire qu'il est de catégorie 2. Hop. Voilà. Donc, on le définit ici. Et ensuite, pour aller vérifier l'exposition au bruit de chacune des baies, on va aller donc dans le plan, lancer donc ce calcul-ci. Et donc, en zoomant sur chacune des baies, en fait, on va pouvoir voir ici le résultat. Donc, on est à une distance d'une infrastructure de catégorie 1, on est à 140 mètres. Donc, on est en BR3, bien que on voit les espaces hachurés sont des espaces où les bâtiments alentours créent des protections. Mais elles ne sont pas suffisantes. Voilà, on est quand même en BR3. Donc, voilà pour ce calcul. Je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne, ce quartier dans l'espace 3D. Voilà, donc on voit ici bien les masques qui ont été ajoutés avec une hauteur correspondante à ce qui est précisé sur OpenStreetMap. Donc, deuxième modulation, et donc quand je reclique ici sur la calculatrice, on a récupéré le niveau en BR3. Autre modulation aussi, donc c'est avec les catégories de contraintes, voilà, sur le CEP, de contraintes extérieures. Alors voilà. Ensuite, donc nouveauté, donc c'est au niveau de la zone, on va pouvoir aller présenter le nombre d'occupants dans cette maison. Donc on a une calculatrice qui nous permet de récupérer les nombres d'occupants liés à la méthode THBCE. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc moi, j'ai dit qu'il y en avait uniquement 2, mais j'aurais pu en mettre un peu plus. Et ensuite, donc, ça va être au niveau du bâtiment. Donc, sur la vérification de l'article 32 sur la surface des baies, qui doit être au moins supérieure à 1/6 de la surface habitable. Donc là, voilà, elle est en automatique. Donc, on peut déroger à cette règle si on réalise un calcul d'autonomie en éclairage naturel et que voilà, celui-ci permet de respecter certains critères. Donc, on voit ici le 32.1, là, on peut aller cocher manuellement pour pouvoir déroger à la règle des surfaces de baies. Donc, au niveau du calcul, ça se situe donc dans le plan, en feuille RE 2020. Donc, on va aller ici, là, sur le petit soleil, donc définir les zones qui sont à occupation passagère et les autres. Donc, voilà, on va plutôt faire ce calcul sur les locaux qui ne sont pas à occupation passagère. Donc là, par exemple, j'avais lancé le calcul sur les pièces du haut. Et ensuite, donc, on va lancer le calcul ici d'autonomie pour la RE 2020. Donc, en définissant un plan de travail, en allant chercher donc, une station météo. Et ensuite, donc, on lance le calcul ici avec une light. Et donc, le résultat, là, sur ces 2 locaux, donc, c'est la vérification de 2 critères. Donc, on doit avoir 100 lux sur 95% des locaux pendant plus de la moitié du temps d'accès à la lumière naturelle en journée. Donc là, on voit que ce n'est pas respecté. Et également aussi, on doit avoir 300 lux pendant plus de la moitié du temps occupé sur la moitié des locaux d'habitation. Donc voilà pour les spécificités en énergie. Donc on a aussi des objets au niveau bâtiment, voilà, les ascenseurs et les escalators qui se trouvent ici. Ensuite, pour ce qui est du calcul environnemental, donc le calcul des émissions de gaz à effet de serre liées aux produits et autres contributeurs du bâtiment. Donc on va en fait pouvoir récupérer donc en amont du projet
lorsqu'on n'a pas encore de quantitatif détaillé pour notre projet, on va pouvoir déjà, avec la maquette Pléiade, récupérer les quantités qu'on a dessinées, donc de notre enveloppe thermique. Donc pour cela, c'est dans les généralités, la bibliothèque de projet. On va pouvoir lier donc, des compositions, des états de surface et aussi des menuiseries et des protections solaires à des données environnementales donc, qui viennent de la base de données, la base INES. Donc, par exemple, ici, ça a été donc, réalisé déjà, on voit ici l'onglet ACV, donc, des liens entre les composantes thermiques et des données environnementales. Et je vais vous faire un exemple ici sur le mur extérieur, donc qui est en briques isolées en laine de verre. Ici, on voit de 12 cm avec une résistance thermique de 3 environ. Donc, pour aller chercher une donnée environnementale, donc je clique dans la cellule correspondance, ce qui permet d'ouvrir la base INES. Si vous bien. Oui. Donc ça, c'est la base INES que vous avez donc, sur chacun de vos postes. Et donc, on va chercher donc, dans cette arborescence le produit qui correspond à votre isolant. Par exemple, ici, la laine de verre, 120 mm. Et on va aller préciser l'allotissement du produit. Voilà, donc selon l'allotissement proposé par l'Aéro 2020. Donc ça permet de pouvoir répartir les impacts selon les allotissements, les lots de construction. Donc de pouvoir repérer les principaux contributeurs. Donc OK. Donc ça a été réalisé donc, sur les compositions, sur les états de surface, et également donc, sur les fenêtres et les protections. Et lorsqu'on a réalisé donc, ces liens et que notre bâtiment a été dessiné, on a une synthèse ici d'abord des éléments au niveau thermique et ensuite donc leurs liens et leur quantité ici dans le projet avec la donnée environnementale correspondante. Donc ça également donc, complété dans l'onglet Aéro 2020 sur le calcul carbone. Donc certains lots qui sont liés donc, forcément à l'enveloppe thermique. Et donc ensuite, après, voilà, on a uniquement l'enveloppe thermique qui reste à rajouter beaucoup d'éléments complémentaires qui ne sont pas directement liés à nos calculs de thermicien. Et donc, pour ce faire, on peut le faire de différentes manières. Donc, tout d'abord, on peut le remplir sous forme de tableau. Donc, si on a récupéré des PGF, donc quand on est assez avancé, sous forme de tableau, on peut aller ici les ajouter ici. Sinon, on peut le faire donc un à un, élément par élément ici, directement depuis l'arborescence. Ou alors, on peut aussi décider de créer des macro-composants donc, qui permettent de capitaliser en fait vos quantités pour ensuite les utiliser sur des projets, notamment lors de la conception où vous n'avez pas encore beaucoup d'informations sur vos produits, sur les quantités de produits. Donc les macro-composants ici, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un agrégat de données environnementales dans un seul objet Pléiade. Donc là, ici, on voit que ce sont bien des éléments donc, complémentaires donc, qui sont vraiment en dehors de la thermique, donc avec la parcelle, tout ce qui est VRD, et ensuite des lots spécifiques donc, liés à l'électricité, mais également donc, notamment des seuils de porte ou la charpente ici en toiture, donc, qui n'a pas été modélisée. Donc ce macro-composant, je vais aller l'ajouter ici dans mon onglet Aéro 2020 au niveau de la maison. Voilà, j'en mets un seul. Voilà. Donc voilà pour le contributeur composant, pour calculer le IC composant. Ensuite, donc, les calculs spécifiques au chantier et donc, sont précisés donc, dans les zones. Donc, pour le chantier, ici, on voit donc, les surfaces qui sont demandées pour les calculs du contributeur chantier. Et notre logiciel présente des résultats intermédiaires pour
pour comprendre un petit peu d'où viennent les impacts de nos contributeurs. Également donc, sur aussi la consommation et l'assainissement de l'eau, qui est directement lié donc, au nombre d'occupants provenant du calcul en énergie et de l'usage de votre zone, donc au travers de ratios par usage. Voilà, donc ensuite, on peut lancer notre calcul en RE 2020. Ici, donc on n'a pas encore les bonnes dénominations, mais ça va venir vite. Et on obtient donc nos résultats donc en énergie et en environnement. Donc ici, donc avec la vérification des critères, donc BBio donc, qui passent. Donc là, mon projet, il n'est pas valide. Donc ici, avec la consommation d'énergie primaire, là, qui est en fait imputée d'une consommation en fait sur le refroidissement. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dépassé donc, le seuil bas des degrés heure de confort. Voilà, donc ici, on a clairement une majoration sur la consommation d'un refroidissement qui a été appliquée. Et également aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a dépassé de toute manière le niveau eau en degrés heure. Là. Donc là, je n'ai pas défini d'ouverture des fenêtres. Voilà, pourquoi ça ne passe pas du tout. Et ensuite, au niveau des résultats en environnement, donc là, on n'a pas encore de propositions sur la vérification des indicateurs de performance. On a tout de même les résultats sur les 3 contributeurs, avec aussi les bénéfices et charges au-delà du cycle de vie. Et après, donc, on vous proposera aussi des sorties graphiques pour pouvoir repérer les principaux contributeurs sur votre IC composant ou IC construction. Voilà. Ok. Bah, merci Clotilde pour la démo. J'arrête le partage du coup peut-être. Oui, si, ouais, tu peux, éventuellement. Voilà, voilà, bah, écoutez, on peut prendre quelques questions, soit via chat, soit micro, si vous voulez. On va refaire aussi un petit tour quand même, parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées là dans le chat pendant le cours de la présentation qui méritent d'être partagées avec tout le monde. Module de stockage électrique pour les panneaux PV pour l'autoconsommation, non. Pour l'instant, il n'y a rien qui concerne ça dans la méthode de calcul actuellement. Après, ce sera peut-être possible dans un titre 5 éventuel, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a aussi des questions sur la disponibilité de Pléiade, voilà, donc au 1er juillet. 1er juillet pour la partie énergie, de toute façon, je pense maintenant à peu près sûr. Pour la partie carbone, ça sera, on essaye de le faire pour le 1er juillet, mais c'est moins certain. En tout cas, ça sera avant la rentrée pour la partie carbone, la disponibilité. Alors, d'autres questions, je vais les prendre dans le fil. Est-il possible de mettre les réponses dans un deuxième temps dans un fichier Excel? Ah, vous voulez dire les réponses au chat, c'est ça? Oui, on fera un bilan des questions-réponses et on vous les enverra, il n'y a pas de souci. Les nouveaux systèmes techniques intégrés, on peut en faire une petite liste, ce ne sera pas forcément exhaustive, mais vous allez avoir des choses comme le géocooling par exemple, toutes les CTA, tout le calcul des CTA, DAC, DAV a été revu et amélioré. On a le puits hydraulique aussi, il y avait déjà le puits climatique en RC2012, maintenant il va y avoir le puits hydraulique aussi. On peut faire du rafraîchissement adiabatique aussi, ça répond d'ailleurs à une autre question. Dans le moteur de calcul RT, on a le rafraîchissement adiabatique qui est possible aussi maintenant. Je ne sais pas si vous pensez à autre chose sur la partie nouveauté énergie, mais je pense que c'est, j'ai dû vous dire, oui, il y a les brasseurs d'air aussi sur la partie confort d'été. Ce sont des équipements, je pense qu'ils vont avoir une grande importance pour l'abaissement du niveau confort d'été. Pour une simple maison individuelle, faudra-t-il faire la CV? Oui, il faudra faire la CV pour une simple maison individuelle, oui, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a le pilotage des ballons d'eau chaude sur de la production photovoltaïque? Non, pour l'instant non. C'est pas prévu pour l'instant. Peut-on récupérer la diapo afin d'accéder au lien visible sur la présentation? Oui, bien sûr, on vous enverra suite au webinaire le diaporama avec les liens. Alors, les tests sur les différents niveaux, c'est vrai que bon, là, évidemment, sur le petit temps qu'on a là, on n'avait pas le temps de vous faire un retour d'expérience sur des résultats, même si, bon, comme on a participé au travail modélisateur, on commence à avoir quelques idées. Ce que vous devez, évidemment, on ne pourra pas faire du geocooling partout, ça c'est sûr. Vous verrez que les seuils de confort d'été, notamment, sont surtout difficiles à atteindre dans les zones méditerranéennes. Ça, c'est clair que pour tout ce qui va être H3, zone H3 notamment, H2D, ça va être un indicateur qui sera très difficile. Alors, le seuil haut est modulé. Dans ces zones-là, il est relevé parce que voilà, on considère que c'est un seuil qui n'est pas facile à atteindre. Il y a des modulations sur le CEP qui concernent ça. Sur le BBio également, qui concerne ces zones climatiques-là. Mais c'est vrai que ça sera un sujet qu'il faudra traiter particulièrement. Et donc, il faudra vraiment faire des efforts sur l'enveloppe, sur la protection solaire, sur l'orientation, recourir peut-être à des systèmes aussi de rafraîchissement, sans forcément aller jusqu'à du géocooling, mais voilà, type brasseur d'air ou plus climatique si nécessaire, ce qui n'est pas forcément donné non plus. Voilà. Alors, il y a aussi l'ouverture des fenêtres, effectivement, je rebondis du coup sur la question suivante. L'ouverture de fenêtres permet de réduire les DH. Donc, il y a des... on considère qu'il y a une ventilation nocturne qui est prise en compte. Les usagers ouvrent leurs fenêtres en fonction des conditions de température. C'était déjà le cas en RT 2012. Ce qui change ici, c'est qu'on va prendre en compte de manière un peu plus fine la perméabilité des protections solaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien entre le type de protection solaire et la capacité à ventiler la nuit que permet cette protection. Si vous avez simplement un volet roulant, par exemple, que vous laissez ouvert juste avec les petits trous, là, vous savez, quand on commence à l'ouvrir un petit peu, on considérera que ça va peu ventiler. Alors que si vous avez une menuiserie qui est plus perméable à l'air, vous aurez un meilleur résultat. Après, si vous mettez en place on a la gestion manuelle des ouvertures, et on peut avoir aussi une gestion automatique qui va permettre d'optimiser encore mieux l'efficacité de la ventilation nocturne. Mais bon, voilà, quelque chose d'automatique, ça sera forcément plus coûteux et pas forcément adapté à la maison individuelle. Alors, plein de questions. Plancher sur vide sanitaire. Les fiches FDES sont sur les ourdis en surface et les poutrelles en linéaire. On ne peut pas cumuler deux FDES pour faire une même composition. Voilà. Il va falloir... c'est sûr qu'il y a une question importante qui est celle d'adapter les quantités qui sont issues de la fiche de déclaration environnementale à ce que vous cherchez à modéliser. Alors, on pourrait éventuellement faire avec un macrolot, non? C'est peut-être... Ce qui est possible également, en fait, c'est on permet depuis quelque temps de créer des éléments dans Pléiade qui n'ont pas de résistance thermique. C'est justement pour faire des ACV. Donc, en fait, vous pouvez créer un élément. Donc, souvent, c'est peut-être plutôt... on pensait sur, je sais pas, des pare-vapeurs, mais on peut aussi le faire sur quelque chose comme ça qui va s'ajouter, par exemple, à l'ossature d'une cloison ou effectivement aux poutres. Et ensuite, dans les quantités, en fait, ce que vous allez mettre, vous avez un espace coefficient. Et ce coefficient-là, en fait, ça va être un coefficient par exemple, de mètre linéaire par mètre carré de plancher poutrelle ourdie. Mais oui, c'est tout à fait possible de le faire comme ça en rajoutant des objets qui n'ont pas de résistance thermique. Dans la composition de parois, on rajoute des éléments qui ne servent pas à la thermique, mais qui servent que à la CV, du coup. C'est ça. Okay. Y a-t-il des nouveaux documents, des guides? Alors, il y a tout un tas de choses au niveau pédagogique qui sont en train de se... Il y a les textes que je vous ai cités. Au niveau pédagogique, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de préparation. Nous, on travaille actuellement pour l'ADEME, pour la mise en place de modules de e-learning. Il va y avoir une mallette pédagogique. Il y a déjà des documents du CEREMA aussi qui sont... Enfin, il y a des documents du CEREMA qui sont en cours. Peut-être certains ont déjà été publiés. Donc oui, il va y avoir beaucoup de choses au niveau pédagogique qui vont sortir. Et nous, dans nos formations, Izuba Energy, formation, celle qui s'appelle la formation plus et moins, va devenir une formation vraiment RE 2020 sur la partie carbone. Et là, celle qui s'appelait formation RT 2012 chez nous va devenir une formation plus RE 2020 énergie. Ça, vous serez mis au courant aussi quand ça sera le cas. On les a mis à jour un peu au fur et à mesure, mais là, ça va être un peu plus le cas pendant cet été.
Quelles options pour améliorer le taux d'autoconsommation du solaire PV? Ben, bon, il n'y a pas énormément d'options du coup, comme on est quand même sur un usage sur les consommations sont des consommations conventionnelles, donc on ne peut pas les piloter. Donc ça va vraiment être lié à l'adéquation entre la consommation conventionnelle et la production. Donc c'est vrai qu'il y a peu il y a peu de levier par rapport à ça. Alors, pour ce qui est des quantitatifs sur les fondations, donc, je vois qu'il y a une personne que ça interpelle. Sur les maquettes Revit, si elles sont dessinées après tout, ça peut faire une sorte de niveau et on peut peut-être récupérer ça. Sinon, bah, ça va vraiment être avec des évaluations. Voilà, en fait, on met des semelles sous les murs porteurs. Donc déjà, ça peut être une façon de voir les choses. Voilà. Mais oui, effectivement, vous pouvez récupérer beaucoup de quantitatifs grâce aux maquettes BIM. Alors après, on a des suggestions logicielles. Il serait intéressant de rajouter une touche copier vers presse-papier dans les graphiques et les résultats. Alors, il y a déjà des touches copier vers le presse-papier dans les graphiques, peut-être pas partout, mais il y en a déjà, peut-être pas partout, notamment pas sur les interfaces. Est-ce que les pergolas sont considérés pour les degrés heure? On peut considérer de la protection solaire et on peut considérer de la végétalisation de parois aussi. Alors, à voir si on peut mettre une végétalisation au niveau d'une pergola, mais enfin, il y a des éléments en RT qui permettraient en partie au moins de répondre à ça. Et du coup, ça sera pris en compte dans le calcul de confort. Toute la saisie RE 2020 doit être réalisée en phase PC. Non, alors, en phase PC, on va avoir une attestation qui va demander, a priori, alors de ce que j'ai vu dans les documents, là, dans les arrêtés qui ont été publiés, on demanderait seulement le BBio et le degré heure. Plus un engagement à pouvoir fournir un quantitatif, quelque chose qui va s'approcher de l'étude ACV, mais à l'ouverture des travaux. Voilà, donc en phase PC, a priori, effectivement, on n'a pas encore à faire la CV complète, c'est pas l'objectif, c'est effectivement à ce stade-là, on ne connaît pas encore dans le détail, suffisamment dans le détail le bâtiment. Alors, est-ce qu'on peut avoir des quantités déjà définies si on importe une maquette directement depuis Revit? Alors voilà, on n'a pas de lien direct pour l'instant. Ce qu'on récupère aujourd'hui de Revit pour l'étude Pléiade, ça va être simplement les quantités qui concernent l'étude thermique. Donc on récupère la maquette thermique. Tout ce qui est annexe n'est pas récupéré pour l'instant, mais il y a des possibilités. Vous pouvez éventuellement exporter des nomenclatures depuis Revit et puis après les retravailler et les réimporter via l'import d'outils tableau. On a commencé aussi à réfléchir un peu à des choses qui pourraient être un peu plus automatiques, notamment avec le plugin, mais c'est bon, c'est des travaux qui sont encore en cours. Alors, avec deux indicateurs ici, il y a un risque de s'écarter des solutions distantes du CO2 à la fabrication, mais permettant d'éviter l'exploitation. Oui. Ça, c'est le grand... voilà, Thomas Reich, merci pour la remarque. Normalement, une ACV, c'est censé être une étude qui devrait être multicritère et multi-étape, quoi. Parce que si on prend en compte qu'une étape ou l'autre, on risque de faire du transfert de pollution. Et c'est vrai que là, l'exigence réglementaire, elle porte d'une part sur le IC construction, donc seulement sur la partie vraiment matériaux, et d'autre part sur la partie exploitation avec le IC énergie. Et c'est vrai que voilà, il peut y avoir des transferts. Alors, j'ai pas de retour d'expérience à citer là sur ce risque-là, sur cet équilibre du coup entre ce qu'il faut mettre au début dans le bâtiment en termes d'isolation de matériaux et ce que ça va faire gagner en termes d'impact après sur l'exploitation. On a quand même dans les sorties, même si l'exigence est que sur IC construction et IC énergie, on a quand même dans les sorties un IC global projet qui intègre tout, qui permettrait de faire un vrai pilotage sur l'impact global du bâtiment. Il y a plein de questions, je ne sais pas si je vais arriver à tout répondre. Oui. Peut-on modéliser une casquette ajourée type brise-soleil horizontaux en RE 2020? La modélisation de ces objets-là n'a pas changé par rapport à la RT 2012. Donc, ce qui était possible en RT 2012 l'est encore. À mon avis, on est plutôt sur des casquettes qui sont 100% opaques, non, en RT 2012. Ensuite, si on réalise la CV, sur un logiciel type Elodie, est-il possible d'importer l'étude dans Pléiade pour le calcul? Alors, oui, il y a des possibilités de transfert. Notamment, normalement, on sait ouvrir dans Pléiade un fichier RS2E.
Donc, si vous faites une ACV avec un autre outil, ou si quelqu'un d'autre a fait une ACV avec un autre outil, vous pouvez importer le RS2E, vous récupérerez les quantitatifs, les données environnementales associées dans le classement dans les différents lots, normalement. C'est ça, mais du coup, il faut avoir vraiment lancé le calcul pour avoir le RS2E, quoi. C'est ça. Peut-on faire un calcul carbone pour l'existant? Pour l'instant, non. Mais RE 2020, je ne sais pas, mais peut-être quelque chose qui pourrait se baser dans l'avenir pour voir un petit peu l'impact des rénovations. Pourquoi pas, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas disponible. Il faut rentrer les revêtements intérieurs, oui. Oui, c'est ça, oui. Les états surface, par exemple, ça peut être pratique. Parce que voilà, en thermique, on n'a pas l'habitude de s'embêter à mettre des compositions différentes pour est-ce que ici il y a du carrelage, est-ce que ici il y a du lino, est-ce que ici... Voilà. Et du coup, c'est plus simple de gérer ça avec des états de surface. Voilà, sur la maquette, vous allez pouvoir un petit peu choisir vos états de surface rapidement comme ça, ou sinon directement en fait dans le tableau en rajoutant des quantités. Mais oui, effectivement, il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a dans le bâtiment, donc notamment aussi les états de surface, les revêtements intérieurs. Est-ce qu'il y a eu des phases de test des moteurs de calcul? Oui, hein, on en a fait un peu les frais là pendant le groupe de travail modélisateur. Ça fait plus d'un an que les modélisations sont faites. Ce qui ne garantit pas qu'il ne reste pas de bugs, bien sûr. Hein. Mais oui, il y a eu déjà beaucoup de tests qui ont été faits sur les moteurs. Alors, la question de la validation par un acousticien du calcul BR1, BR2, ça, je ne suis pas sûr. J'avoue que je ne connais pas suffisamment la réglementation acoustique pour dire s'il y a besoin d'une validation ou pas. Ce que j'ai lu tout à l'heure dans le chat, qui a été posté là par notre collègue Ludovic, c'est qu'a priori, on respectait le calcul tel qu'il est décrit dans la méthode, dans la méthode PHBC, dans la nouvelle méthode RE 2020. Après, est-ce qu'il faut une validation? Je ne sais pas trop. Une section dans le forum des utilisateurs de Pléiades sur la RE 2020, ça sera sûrement fait, pas de problème. Pourquoi pas y penser les réponses aux questions que vous venez de poser, c'est une bonne idée aussi. La mise à jour du manuel, normalement ça va avec la sortie du logiciel aussi, donc théoriquement ça devrait être fait aussi en temps et en heure. Voilà, ça devrait aller. Quand est-ce qu'il sera possible d'importer une étude RT existante depuis un autre logiciel comme c'est le cas pour RT 2012? Ça, c'est une bonne question. Je vais la laisser en suspens, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été réfléchi ou pas chez nous. Sur les licences, c'est une question importante qui avait été posée aussi un peu plus haut dans le chat. Le principe au niveau des licences logicielles, c'est que les utilisateurs qui ont aujourd'hui une licence sur le calcul RT 2012 bénéficieront du calcul énergie RE 2020, comme une mise à jour en fait. Donc, ce n'est pas un nouveau module à acheter, ça sera une mise à jour de votre module RT 2012, la partie énergie. Et pour la partie carbone, là aussi, les utilisateurs qui disposent aujourd'hui d'une licence qu'on appelle la licence Pléiade ACV, qui comprend à la fois le calcul ACV écart et le calcul ACV C- au sens de l'expérimentation. Donc si vous avez cette licence-là, Pléiade ACV, vous aurez, en mettant à jour cette licence-là, le calcul RE 2020 carbone. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, il vous faudra acheter la licence Pléiade ACV qui comprendra du coup l'ACV carbone. Voilà, c'est ça le principe. Les titres 5 sont maintenus, oui, a priori. Même perméabilité pour les maisons individuelles. Il me semble que c'est la même perméabilité qui a été retenue, avec peut-être une petite nuance au niveau du logement collectif si la mesure est faite par échantillonnage. Il y a une petite nuance, il faudrait le regarder dans le détail des arrêtés. Ah, j'arrive en bas des questions, c'est bien. Ah, quelqu'un vient d'en rajouter une. Achèvement des travaux, le contrôle de conformité concerne également les données saisies pour les quantités. Oui, le contrôle de conformité à l'achèvement concerne aussi les données. Il est décrit dans les arrêtés quels sont les modes de justification des quantitatifs, notamment, et puis du choix des données environnementales. Est-ce que c'est possible de calculer en 2020 un projet saisi d'emploi d'RT 2012? Oui. Voilà, vous ouvrez votre projet dans Pléiade, vous faites les saisies complémentaires, puis vous relancez le nouveau. C'est comme si vous lanciez sur un nouveau moteur, finalement. Pourquoi est-ce que la courbe M surface moyen est-elle croissante en logement collectif? C'est une bonne question.
il y a eu beaucoup de discussions sur les efforts demandés au logement collectif. Et donc, ce qui avait été décidé, c'était de abaisser l'exigence pour les petits logements, aux logements de petite surface, et du coup de le renforcer sur les logements plutôt plus grands, parce qu'on considère qu'il y a un peu un effet de... il y a un effet de... Enfin, certaines consommations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la surface. Par exemple, les consommations de chaude sanitaire, c'est pas forcément proportionnel à la surface. Si on a un très grand logement, on n'a pas forcément 20 personnes dedans. Enfin, voilà. Du coup, il y a un peu ce coefficient-là est là un peu pour prendre en compte ce biais un peu du calcul qui consiste à avoir une exigence proportionnelle à la surface alors que certaines consos ne le sont pas. Ah, pardon d'intervenir, c'est moi qui ai posé la question, mais Oui. du coup, la courbe devrait être décroissante pour favoriser les petits logements. Or, là, c'est le contraire. Elle favorise les grands logements. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas la... Toutes les courbes sont décroissantes, sauf celle du MB sur Moy. Ah oui, Oui. Vous les avez Je les ai tracées, donc je voulais savoir si c'était pas une erreur. il me semblait les avoir tracés aussi. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à la même conclusion que vous. Je pourrais vérifier si vous voulez. Mais normalement, Celle du MB sur FTOT est bien décroissante, et celle du MB sur Moy est croissante. Oui, décroissante. MB sur Moy, elle est croissante. Non, MB sur Moy. Ouais, Pour moi, elle est décroissante aussi, en fait. ouais, moi je la vois décroissante en fait. Ah, si vous avez la formule, je serais Peut-être curieux. un logement collectif avec Collectif, vous avez raison, vous avez raison. Je parle du logement collectif, c'est ça, oui. Oui, effectivement, j'avais pas. Oui, oui. Voilà, j'ai pas l'explication là comme ça sous la main tout de suite. Il faudrait se poser la question. Ok. Avez-vous prévu un webinaire de présentation des optimisations des degrés heure? Non, mais ça serait peut-être une bonne idée. Ça serait peut-être une bonne idée. Une saisie complémentaire entraînée par la RE 2020 à la fois en énergie et carbone. Alors en énergie, je pense que ça sera assez minime au niveau de la saisie. Je pense que le temps va être plus consacré au début à s'acculturer un peu aux différents seuils, aux interactions, notamment entre le degré heure, les consos. Après, sur le carbone, on a un petit peu de temps de retour. Si vous voulez, on pourra vous faire passer là dans le mail là qu'on vous envoie la suite. On a deux sources un peu d'informations sur ça, sur des temps passés, notamment une petite enquête qui avait été faite auprès d'un certain nombre d'ingénieurs. Ça, on pourra vous le faire passer. Est-il possible de saisir l'ACV selon l'allotissement du projet ou l'allotissement conventionnel? Non. Voilà, on doit respecter l'allotissement conventionnel. C'est clair. C'est ça. Ok, bon, ben voilà, on arrive au bout des questions. S'il en reste encore, voilà. Moi, j'ai encore un petit peu de temps, mais sinon, on est arrivé à l'heure dite. Non. Voilà, ben écoutez, merci. Allez, une dernière, et puis après... Sur la perméabilité, il me semblait que j'avais répondu. Normalement, c'est toujours... ça n'a pas changé, la perméabilité. Voilà, même si dans l'exemple, effectivement, il y a peut-être une perméabilité plus importante, enfin plus faible en tout cas, Oui. le niveau n'a pas évolué. Sauf si on a une règle, sauf si on est sur un échantillonnage, un logement collectif, auquel cas l'exigence est un peu différente. Alors, si on veut faire collaborer tous les spécialistes à la saisie de l'ACV, faut-il autant de licences que de spécialistes? Ça, c'est une question intéressante. Si vraiment tout le monde doit travailler sur Pléiade, oui, a priori. Une solution un peu alternative, ça serait de travailler plutôt sur un tableur externe pour constituer du coup l'inventaire lot par lot. On a déjà vu ça dans les équipes de maîtrise d'œuvre dans l'expérimentation plus c'est moins. Avec des tableaux qui circulaient entre l'économiste, l'architecte, le BEVRD, etc., chacun remplissant les lignes avec le nom du produit, la quantité. Et par contre, il y a après un spécialiste qui, lui, va agréger tout ça, classer dans les bons lots, éventuellement affiner le choix de la donne environnementale, et peut-être que si lui seulement a
à la licence, ça peut être suffisant pour qu'ils passent ça ensuite dans le PIA. Ça peut être une solution alternative plutôt que d'acheter une licence à tous les spécialistes. Et il y a un format très, très basique d'entrée. C'est vraiment très simple. Je pense qu'on pourra donner des exemples. On le donne en formation, en tout cas, les exemples, mais c'est vraiment très simple. C'est un nom, une colonne avec le nom, un nom avec le numéro de la fiche, le classement dans l'eau, la quantité, et puis c'est bon. Ça, c'est basique. On peut utiliser la fonction copier-coller dans les tableaux de Pléiade. Donc voilà, vraiment, vous voyez le tableau, vous faites vraiment les mêmes colonnes. Et ça, c'est très facile. Est-ce qu'on a des exemples de maisons type qui passeraient en RE 2020? Alors là, comme ça, je dirais non. Non, mais il faudrait voir, faudrait regarder dans dans les résultats du GTM, c'est peut-être pas le cas, parce qu'on n'avait pas encore les seuils à cette époque-là. Donc on n'a pas forcément encore d'exemple. Mais voilà, on pourra essayer de travailler pour en proposer, oui. Avec le numéro de colonne Ignace, oui. En fait, si vous voulez, plutôt que d'éviter de mettre le nom entier de la fiche Ignace dans le tableau que vous allez importer, vous pouvez mettre seulement son numéro. C'est un petit numéro qui est unique pour chaque fiche dans la base Ignace. On pourra vous le montrer à l'occasion. C'est l'ID de la fiche. Ok, bon, ben, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Merci. Merci, bon appétit, et puis à bientôt du coup pour la version de démo, enfin pour la version avec RE 2020 que vous pourrez utiliser cet été plutôt que d'aller sur la plage. Au revoir. Au revoir.